Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle preview box qui sera consacrée au championnat unifié des middleweight en format WBO et IBF entre Zanibek Alim Kanouli, voilà, plus connu sous le nom de Janibek, et Anoel Ngami Senge. Voilà, donc c'est un combat qui dans la sphère francophone est très, qui je pense quand même, mais ouais, a quand même une certaine attente. Ouais, 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 je pense quand même. Je pense pas que Ngami Senge soit le plus connu des Français à l'heure actuelle. Je pense que même dans cette division, Bilej Kitou est largement plus connu que lui. Mais bah, parmi les gros prospects français, c'est celui qu'on a. Enfin, ouais, c'est celui qui était le plus proche d'être dans les discussions pour les titres. Enfin, pour les titres mondiaux, dans les discussions au global, on disait tout le temps, enfin, on disait régulièrement, ouais, Ngimi Senge, faites gaffe, il va être très dangereux. Et donc, et en fait, c'est un peu, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé, mais pas de la façon dont personnellement je l'aurais voulu. Personnellement, je connais Ngami Senge depuis son combat face à Matteo H au deuxième Zénith de Nantes organisé par David Mu. C'est en novembre 2022 déjà. Et il avait vraiment fait grosse impression face à un ancien champion de France, etc. Il l'avait dominé, qui avait déjà perdu, mais il avait perdu à la décision en Allemagne, etc. Donc c'était pas la pire des défaites. Et là, face à Ngami Senge, il se fait massacrer sur cette round et il se fait arrêter assez violemment de ce que je me souviens. Donc, voilà, pour une première apparition, Ngami Senge m'avait fait quand même une belle impression, une très très belle impression. Et l'année 2023 avait été peu dense. Enfin, ouais, pas très fourni en nombre de combats, mais il avait quand même été appelé pour combattre en undercard de Usyk contre Dubois face au gros prospect ouais, ukrainien du moment, polonais, pardon, polonais du moment, voilà, Fyodor. Je vais pas essayer de prononcer son nom de famille, mais voilà, donc voilà, Fyodor, il avait déjà une certaine hype à ce moment-là. Il était déjà pas, s'il n'était pas dans le top 10 de BoxRec, il y était pas loin. Et donc, Ngami Senge va le rencontrer et voilà, le combat est serré. Je l'ai revu pour préparer cette vidéo. Mais voilà, le combat, franchement, est serré. Il est disputé. Sauf que deux knockdowns faisant au troisième round, et ben, Ngami Senge remporte le combat sans contestation possible par une majority decision. Quand même logique. Je peux voir, ouais, ça me paraît logique de mettre une carte match nul sur ce combat. Mais voilà, c'est une vraie victoire de Ngami Senge et il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que bah, à partir de là, bah, ce sera un chemin bah, compliqué managérialement parce qu'il n'a pas vraiment de gros promoteurs derrière lui. Et il recombat qu'une seule fois sur l'année 2000. Enfin, ouais, il ne combat qu'une seule fois sur l'année 2024 face à un gars qui a 12 victoires, 32 défaites. Donc c'est pas le genre de performance, le genre de combat, même s'il le déglingue en 3 rounds, c'est pas le genre de combat qui théoriquement sur le papier te donne une grosse opportunité, te donne une chance mondiale. Sauf que ben voilà, le marasme des middleweight est dans pas mal. Je pense que voilà, le fait que d'autres gars n'aient pas, ouais, ouais, je pense que du côté de Jenny Beck, ils avaient en tête d'autres gars, mais qu'ils ont refusé et que Ngami Senge est le seul à avoir accepté. Et en sa position de numéro 9 sur BoxRec, numéro 9 mondial sur BoxRec, bon, c'est déjà mieux que rien. Et donc, Ngami Senge obtient son title shot pour le titre unifié des middleweight face à un gars, voilà, Jenny Beck. Voilà, je ne vais pas essayer de prononcer son nom de naissance en intégralité parce que je vais l'écorcher. Mais voilà, Jenny Beck, lui, c'est un gars qu'on peut voir venir depuis, en fonction de quand est-ce que vous l'avez découvert, mais c'est un gars qu'on peut voir venir depuis assez longtemps, mine de rien. C'est un gars qui, sur le circuit amateur, a eu une carrière plutôt longue sur l'un des marché, enfin, c'est pas le bon, sur un des circuits, voilà, sur un des circuits amateurs les plus relevés au monde, voilà, tout le circuit russe, Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine, etc. Le niveau amateur dans cette région du monde, du côté de l'Asie, est incroyablement relevé et il combattra dans la partie, dans le top de cette,
enfin de circuit. Là, il sera champion asiatique, il sera champion du monde amateur, il fera les JO de 2016, mais se fera éliminer en quart de finale, n'aura pas de médaille. Mais en même temps qu'il fera ses derniers combats amateurs sur fin 2016, début 2017, eh ben, il décidera de passer pro et de faire ses premiers combats pro. Et très vite, il sera repéré par Top Rank. Dès son quatrième combat, il combat aux États-Unis dans une sous-carte Top Rank. Et il fera pas de très grosses soirées, mais il fera systématiquement des petites soirées vraiment que les puristes vont regarder. Il combat en sous-carte de Jerwin Ancaras, il combat en sous-carte de Miguel Berchelt, il combat en sous. Voilà, il combattra aussi en sous-carte de Vassili Lomachenko à plusieurs reprises. Voilà, il combat en sous-carte de Emmanuel Navarrete également, etc., etc. Et il arrive l'année 2021, voilà, année Covid, mais cette année 2021 sera un vrai tremplin pour lui parce que c'est à partir de là qu'il commencera de s'extirper du bas de la carte pour petit à petit devenir un vrai gros nom de la division. Il prend en juin 2021 undercard de Vassili Lomachenko contre Masayoshi Nakatani. Il prend un ancien adversaire de Ryuta Murata en la personne de Rob Brandt qui avait eu un parcours très complet en middleweight et qui à ce moment-là voulait s'instaurer dans une nouvelle dynamique après sa défaite extrêmement dure dans le rematch face à Ryuta Murata. Il était revenu milieu 2020 avec la volonté de faire de se réinventer et de revenir au plus haut niveau avec la hargne. Et Janny Beck va lui mettre une tollée magistrale. 8 rounds, ouf, vraiment, Rob Brandt ne voit pas le jour et Janny Beck est dans une autre dimension, poussant Rob Brandt à abandonner au 8e round notamment avoir été envoyé au tapis au 6e round. Et si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce combat, mais si je me souviens bien, le knockdown est assez violent. Et les rounds qui suivent sont assez violents. Et donc, après cette grosse victoire, il sera opposé à Hassan Endam Njinkam, un autre vétéran de la division qui avait fait ses preuves. Et une nouvelle fois, Janny Beck, Janny Beck fera une performance, je trouve, moins flamboyante que face à Rob Brandt, mais où il est vraiment 3 classes au-dessus de Endam et finit par l'arrêter au 8e round sans contestation possible. Et en fait, à ce moment-là, Janny Beck est déjà très haut dans les classements de WBO notamment, et je crois qu'il était déjà bien vu, notamment sur BoxRec et Ring Magazine, etc. La hype commençait vraiment à être prise. Et l'année 2022 sera un peu l'année de la consécration, mais pas de la façon dont il aurait voulu. Il commence par s'emparer de la ceinture intérimaire de WBO en mai 2022 face au Britannique invaincu Danny Dijum, qui était pas un cadeau au moment des faits. On va le dire comme ça. Il était très haut dans dans les rankings WBO, donc il était legit pour la ceinture, pour combattre pour la ceinture intérimaire. Il sera également opposé à Denzel Bentley, qui lui a plutôt stagné, on va dire, sur un circuit britannique. Ouais, il commence un petit peu, il semble commencer à s'en extraire petit à petit. Mais voilà, il combat plutôt sur la scène britannique. Et en fait, sur le papier, normalement, Janny Beck est un peu censé l'éclater. Et ça va pas être le cas. Ouais, bon, Bentley fait une très très belle performance. Et ouais, il a quand même prouvé que c'était un vrai membre, c'était comment dire, un vrai membre du top européen en middleweight, mais voilà, plutôt top européen. Et Bentley fait une très belle performance. C'est pour la ceinture WBO, laissée vacante par Dimitrius Andrade. Et donc, comme Janny Beck a la ceinture intérimaire, il récupère la vraie ceinture WBO. Mais au terme d'un combat, pas impressionnant, quoi. J'ai essayé de le revoir pour préparer cette vidéo. Je ne l'ai même pas revu jusqu'à la fin parce que franchement, il n'est pas du tout intéressant. Bentley fait une performance clean, mais c'est pas, voilà, même en tant que bon perdant, c'est pas la meilleure des performances possibles. Et il fait que survivre sur ce combat-là au global. Il y a quelques actions pas mauvaises, mais c'est pas non plus flamboyant loin de là. Donc, Janny Beck en subit un peu les conséquences et c'est pas un gros statement ce combat. Mais en fait, au final, c'est un peu le combat qui le mettra vraiment sur la scène main event, en tout cas chez Top Rank. Son combat suivant face au très bon Steven Butler. C'est pas un boxeur exceptionnel, Butler, mais
C'est vrai, c'est typiquement le genre de combattant plutôt niveau continental dont il faut se méfier, quoi. C'est un gros puncher et cetera, tout ce que vous voulez. Faut se méfier de ce genre de boxeur et Janny Beck fait une performance très impressionnante et le stoppage au 2e round est particulièrement impressionnant et donc il s'adjoint il prend cette, cette 2e défense de titre WBO avec panache. En plus dans une très chouette soirée, hein, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller revoir cette soirée parce qu'en plus dans la même soirée, il y avait, un des combats de comment dire? Ouais, un des combats de préparation pour le niveau mondial de Brian Norman Jr. qui a prouvé, sa valeur depuis. Il y avait le combat de retour de Ruben Villa, il y avait Gabriel Flores Jr. qui plaçait un très beau KO et il y avait surtout l'excellentissime combat entre Jason Moloney et Vincent Astrolabio pour la ceinture vacante de WBO des Bantam. Franchement, c'était une très, très chouette soirée donc je vous la conseille si vous l'avez pas vue. Et donc, suite à cette victoire face à Butler, il obtient l'occasion d'unifier sa ceinture WBO avec la ceinture IBF qui avait été récupérée depuis très peu de temps par l'Allemand Vincenzo Galtieri, qui pour récupérer cette ceinture avait battu le solide Estiva Falcao, qui était le gros. Lui pour le coup, c'était vraiment le très gros prospect middleweight de top rank dans ces années-là. Bon, il a été un peu révélé, son vrai niveau a un peu été révélé depuis, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, sur le papier, Galtieri, on savait qui gagnerait pas face à Jenny Beck, mais comment dire, mais c'était pas n'importe qui non plus, quoi. Il sortait pas de nulle part. Mais Jenny Beck, Jenny Beck a été en raccord avec ce que le combat devait être sur le papier. 6 rounds, un stoppage magnifique. That's it, that's all. Mais du coup, c'est pas une unification de titre spécialement marquante, mais ça reste une unification de titre et une performance qui est pas impressionnante par le niveau d'adversité, mais par le niveau de maîtrise de Jenny Beck. Et du coup, champion unifié WBO, IBF. Et pour sa première défense du titre unifié, ce sera un peu compliqué parce que son adversaire, son mandatory IBF, Mikhail Jovic, il devait s'affronter en mai 2024, je crois. Je crois qu'il y a eu un premier report à juillet, puis un nouveau report à octobre. Et je crois que je sais plus. En tout cas, il y a au moins des reports qui avaient été faits parce que Jenny Beck n'avait pas pu faire le poids des middleweight au moment des faits. Et du coup, Mikhailovic et son camp n'avaient pas accepté le combat et il avait fait reporter. Mais du coup, pour cette première défense de titre et seulement du titre IBF, hein, le titre WBO ne sera pas en jeu. Et Jenny Beck nous sort une performance que j'adore, vraiment. Cette performance, je la trouve vraiment super impressionnante. Un 2e round incroyable de maîtrise et de puissance de Jenny Beck. Bon, qui veut un peu jouer avec sa nourriture sur le 3e round. Au final, Mikhailovic semble un peu revenir sur les 4e, 5e, 6e, mais c'était que d'apparence. Il finit par s'épuiser. Le septième est vraiment pour Jenny Beck. Le 8e est vraiment. Jenny Beck est très impressionnant sur le 8e round. Et le 9e round, il clôt le spectacle sur un KO incroyable. Vraiment, ce KO est absolument incroyable. Et donc, il s'en va vers cette nouvelle défense de titre face à Noël et Ngemi Senge. Et du coup, pour aller sur un peu la partie, preview et force et faiblesse des deux. Alors pour le coup, je vais commencer par Jenny Beck. Voilà, parce que pour faire un peu la transition sur Ngemi Senge, ce sera un peu plus intéressant. Mais donc voilà. Bon, Jenny Beck, moi je le catégoriserais personnellement comme style au global. Son style, je trouve que c'est vraiment le style de ce que j'aime appeler les pressure counters. C'est des gars qui, de base, vont mettre la pression, vont avancer, vont essayer de cadrer, etc. Mais le but de cette physionomie de combat, de mettre en place cette physionomie de combat et de contrer. Le but principal, c'est vraiment que mettre la pression à l'adversaire pour créer une réaction chez lui et le contrer. Et il est très très bon dans cette configuration. Là, il est extrêmement précis. Il travaille quasiment que en combinaison. Enfin, que en combinaison, non, c'est pas tout à fait le cas. Mais la plupart de ses contres, la plupart de ses actions sont des combinaisons et principalement des remises. Ouais, ses contres servent à construire ses combinaisons en fait au final.
Il a un excellent timing, vraiment son timing est très, très, très bon. Sa shot selection est super intelligente. Je trouve qu'il manque un peu de travail au corps, mais voilà, sa shot selection est vraiment très, très, très bonne. Ses combinaisons sont excellentes comme je l'ai dit. Son jab, je trouve vraiment très propre, plutôt en flicker jab, plutôt efficace pour, bah, voilà, en southpaw, c'est franchement efficace comme, flicker jab. Je pense qu'il faudrait quand même un peu améliorer le travail du bras avant de manière générale. Plus servir du bras avant, enfin, avoir le bras avant un peu moins bas. Bon, remarque, ça lui sert aussi à se protéger le corps, mais peut-être plus travailler un peu plus dans la configuration classique du southpaw pour gêner le bras avant de l'adversaire. Faire et enfin se servir du bras avant pour préparer et améliorer ses attaques, voilà, ses attaques. Je pense que ses attaques, c'est vraiment pas sa grosse force. J'ai un peu plus, en parler sur ses faiblesses, mais voilà. Son jab est vraiment pas mal. Sa gestion de l'espace est très impressionnante. Voilà, surtout quand il est sur son pied arrière. Ouais, enfin, sur son pied arrière, il a pas un jeu de jambes, dynamique, loin de là. M mais sa gestion de l'espace quand il est mis sous pression, notamment face à Mikhail Jovic, est très, très impressionnante. C'est un gars qui frappe fort. C'est un gars qui fait très, très mal, qui a une puissance très sharp, qui on sent qu'il a vraiment des points très tranchants et enfin, je trouve que c'est un très, très bon finisseur. Alors oui, on dit souvent, enfin, ouais, j'ai notamment entendu ça, au moment des faits face pour Hassan N'Dam. Ouais, mais ouais, mais il aurait pu finir plus tôt. C'est vrai, il aurait pu finir plus tôt, mais Jenny Beck, c'est un gars qui aime beaucoup jouer avec sa nourriture. Ça peut lui porter préjudice. Au bout, je pense qu'à un moment donné, ça lui portera préjudice, mais pour l'instant, bah, ça lui porte pas vraiment préjudice. Et quand il doit finir, quand vraiment il veut finir, il finit et de façon assez violente. Quand il a voulu finir face à Sanendam, il a fini. Quand il a voulu finir face à Butler, il l'a fini. Quand il a voulu finir face à Mikhailovic, il l'a fini, etc., etc. Je trouve que c'est un très très bon finisseur. Et pour passer du côté de ses faiblesses, son ring cutting, pour moi, c'est ce qui m'a marqué surtout face à Denzel Bentley, mais son ring cutting est très, très, très mauvais. Autant je trouve il a une bonne gestion de l'espace dans son ensemble, mais sous pression. En pression, son ring cutting est très, très mauvais. Il a beaucoup de mal à cadrer ses adversaires. Il a beaucoup de mal à les enfermer, soit dans les cordes, soit contre le coin, etc. Et de façon globale, quand il avance, enfin, quand vraiment il avance face à un adversaire qui recule et qui n'initie pas l'action, c'est surtout ça, hein, face à un adversaire qui n'initie pas l'action, je trouve qu'il a tout de suite beaucoup plus de mal à vraiment scorer ses points, notamment du fait que ses setups offensifs sont très, très limités. Voilà. Comme j'ai dit, c'est surtout un gars qui va travailler du jab et avancer pour créer une réaction chez l'adversaire et le contrer sur ses réactions. Mais ouais, ses attaques sont très limitées. Ça joue beaucoup au jab et c'est beaucoup de single attack et il a beaucoup de mal à combiner à l'offensive. Vraiment sur des séquences offensives, directes, on va dire, pas en contre, pas voilà, et cetera. Sur les offensives directes, il a beaucoup de mal à bien combiner et à bien set up, ses attaques. Voilà, ses déplacements sont très peu dynamiques, ce qui fait que quand on essaye de le mettre sous pression, il y a beaucoup de facilité à casser la distance. Mikhailovic a eu aucun problème à bosser de la distance, enfin à casser la distance pour, se retrouver au corps à corps. Donc voilà, c'est pas une faiblesse dans l'absolu parce que au corps à corps et au clinch, enfin non, surtout au corps à corps, surtout à mi-distance et au corps à corps, ben, il sait très bien capitaliser sur ces moments-là, il sait très bien boxer dans la poche, et cetera. Il arrive très bien à mettre ses contres et capitaliser à partir de ces moments-là. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui, au bout d'un moment, va lui porter préjudice. Parfois, il manque d'activité. Voilà, notamment, je reprends cet exemple parce que je pense que c'est un des combats références de Jenny Beck, c'est, face à Denzel Bentley. Il y a vraiment des moments où il manquait cruellement d'activité parce que, voilà, c'est un pressure counter sans de très bons setup offensifs. Donc voilà, donc il attend que son adversaire initie l'action pour le contrer à ce moment-là. Ce qui fait que ça peut manquer d'activité et donc je pense qu'il est surpassable en termes de volume, on peut vraiment le surpasser et enfin, sa défense est friable. Elle est pas mauvaise, il a un vrai système défensif, notamment sur sa garde, ses esquives et cetera. Son système défensif est en place, mais il est friable et notamment, on l'a beaucoup vu face à Mikhailovic, les over and right, elles passent bien. Dans la poche,
enfin, ouais, à mi-distance et courte distance, elle passe bien quand même. Alors, généralement, soit il les accompagne, soit il y a la garde qui protège un minimum, mais elle passe bien, quoi. Les overhand right, généralement, il les prend quand même. Et ben, c'est assez, ouais, c'est une bonne transition pour parler de N'Game Sengue parce que bah, ça rentre vraiment bien dans les forces de N'Game Sengue. Sa grosse force, sa pression. Sa pression est très très impressionnante. Je ne crois pas qu'en termes de physique, ce soit un des plus gros middleweight à l'heure actuelle, mais il a une pression et on sent qu'il a vraiment une force physique vraiment impressionnante. Il avance systématiquement, donc voilà, sa pression est très impressionnante. Et pour autant, il a vraiment une vraie responsabilité défensive, heu, très porté sur sa garde, un peu sur ses esquives, notamment, esquives rotatives, mais sa principale défense, c'est sa garde et sa garde, elle est systématiquement haute. Elle est un peu ouverte au niveau du corps quand même, mais voilà, généralement, ses adversaires n'arrivent pas vraiment à capitaliser là-dessus. Mais voilà, sa responsabilité défensive est vraiment bien en place. Comme Johnny Beck, ses combinaisons, surtout au corps à corps, sont très, très bonnes. Bonne variété, corps-face. Il va beaucoup, hem voilà, envoyer des coups au corps pour remonter à la face ou vice versa. Ça, c'est même beaucoup l'inverse. Il va régulièrement envoyer quelques coups au corps pour attaquer enfin, pour quelques coups au visage pour attaquer le corps. C'est ce qu'il fait à de multiples reprises. Euh, c'est un prédominant orthodoxe, mais il sait combattre en southpaw. Ouais, notamment, je me souviens face à. J'ai pas réussi à retrouver le combat et ça me. Bah ouais, ça, ça me frustre un peu, mais je me souviens de son combat face à Matt Wash où il avait quasiment fait tout le combat en southpaw et il avait vraiment été très efficient en southpaw, donc c'est vraiment à noter. Donc voilà. Et donc pour passer sur ses faiblesses, enfin, sa grosse faiblesse, c'est pas une faiblesse pugilistique, mais on a très très peu de matière à son sujet. Voilà, il a pas beaucoup moins de combats que Jenny Beck. Ouais, Jenny Beck on a 16, N'Game Sengue en a 14. Mais le truc, c'est que N'Game Sengue les a pas fait du tout, du tout, du tout au même niveau. Ses deux meilleures victoires, c'est Matteo H et Fiodor. L'un, c'est le niveau national français, bon, qui est plutôt bon en middleweight, c'est pas le problème, mais c'est le niveau national français. Fiodor, moi, je maintiens, c'est le niveau européen, c'est pas le niveau mondial, pas du tout. Et pourtant, le combat face à Fiodor est vraiment serré, et c'est les deux knockdowns qui mettent le combat à N'Game Sengue. Donc, heu, donc voilà, c'est pas il y a très, très peu de matière à son sujet et ouais, j'en ai pas un peu parlé dans mes lives. Je trouve pas que ce title shot soit mérité par le résumé. Ouais, je dis bien par le résumé parce que pugilistiquement, ouais, je pense qu'effectivement N'Game Sengue n'a rien à envier à, Mikhailovic ou à l'Allemand face à qui, Janibek Beck a unifié les ceintures. Mais en termes de résumé, pour moi, c'est vraiment pas digne d'un title shot, quoi et que ce de résumé et d'adversité. Donc voilà, et au global, il y a très peu de matière et aussi il y a très peu d'expérience. Danny Beck, lui, il a de l'expérience, il a fait des rounds à un vrai niveau, enfin, son début de carrière chez Top Rank, il était déjà un petit peu au-dessus que du niveau continental. Pour moi, c'était vraiment entre le niveau continental et le niveau mondial, en gros. Et voilà, il est au niveau mondial, ou en tout cas, il prend les gatekeepers du niveau mondial depuis 2021. Et il a fait des rounds dans ces configurations-là face à gatekeeper du niveau mondial. Donc, en termes d'expérience du ring, il y a vraiment un gros. Enfin, N'Game Sengue a un gros, gros déficit. Et surtout, N'Game Sengue, il a jamais vraiment été sur de vrais. Enfin, il n'a jamais été en tête d'affiche. Il a été sur quelques beaux événements, notamment Dubois Usyk, mais c'était loin d'être lui la tête d'affiche. Donc, je pense qu'en termes de pression et de gestion ah, de, de tout ce qui entoure le combat et l'événement, je pense qu'il a quand même nettement moins d'avantages que Jenny Beck. Parce que Jenny Beck, lui, il a très vite été construit comme le futur de la division. Donc voilà. Ça, c'est un peu tout ce qui était en dehors des quelques petites faiblesses qu'il peut avoir en dehors du ring. Et sur le ring, par contre, il y a vraiment de grosses faiblesses. La faiblesse qui, moi, me marque, j'aime vraiment pas sa gestion de la distance. Je trouve sa gestion de la distance très mauvaise parce qu'il cherche, enfin, il ne fait que chercher la courte distance. Mais le truc, c'est qu'il y va comme un berserker. Donc, il y a vraiment de l'espace pour les contres. Pour les contres, les remises, etc. Il y a vraiment, vraiment de l'espace.
Ouais, je suis vraiment pas fan de sa maîtrise de la distance. Ses entrées sont pas ouf selon moi. Il travaille super bien à l'intérieur. Une fois qu'il est entré, il est très bon, mais ses setups pour entrer, casser la distance, etc., sont ils sont extrêmement pauvres et prévisibles. Ouais, et aussi ses sorties d'échange, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai revu son combat face à Fyodor. Fyodor cherchait systématiquement à soit hold away, c'est généralement à rester en dehors de la zone dangereuse de Ngami Senge. Mais le truc, c'est que quand un échange se terminait, c'était tout le temps Fyodor qui mettait des coups et qui touchait systématiquement Ngami Senge. Donc Ngami Senge, ses sorties d'échange, il est très découvert à ces moments-là. Il est très très découvert, donc c'est ça peut être un game changer. Voilà. Surtout face à un Jenny Beck qui est un excellent contreur remiseur, donc ça peut être, ça peut être très dangereux. Son placement de coup est pas optimal. Autant son ratio précision coup envoyé, coup lancé, je le trouve vraiment bon. Voilà, j'ai pas les stats, mais à l'œil, je dirais que son ratio coup lancé, coup envoyé est plutôt bon. Par contre, son placement de coup, pour moi, c'est plus important d'avoir un bon placement de coup qu'avoir une bonne précision. Et son placement de coup, pour moi, il est vraiment, vraiment pas optimal. Il y a beaucoup de coups qu'il envoie pas dans le meilleur timing, pas dans le meilleur pas dans le meilleur dans la meilleure faille. Donc voilà, son placement de coup, je le trouve vraiment pas ouf. Et enfin, je le trouve vraiment sujet au supercut. Ouais, sa garde me fait un petit peu penser à celle de Edwin Rosario par moment. Ouais, les gants très hauts, mais les coudes assez écartés, pas très resserrés. Mais donc, de base, la carte bien resserrée, il y a la fameuse cheminée où tu peux placer des supercuts. Dans sa configuration de garde, c'est encore plus flagrant. Et aussi, il n'y a aucun adversaire qui a vraiment réussi à exploiter là-dessus, mais sa middle zone, je la trouve pas mal exposée quand même. Et notamment, N'Game Senge, sur son système défensif, il utilise beaucoup les esquives latérales, et notamment les esquives latérales sur la droite. Et à ce moment-là, il y a des possibilités de mettre des uppercuts dans ces moments-là. Je crois que Fyodor, je ne sais plus dans quel round, je ne sais plus à quel timer ou autre, mais je crois qu'il place un crochet gauche, mais vraiment en ligne basse, qui touche très bien. Et donc, je pense que les uppercuts de Johnny Beck qui sont excellents. Je pense que Anuel peut vraiment bien les manger, peut les manger vraiment bien comme il faut. Donc voilà. Et enfin, c'est pas une faiblesse, c'est un point d'interrogation pour le coup, mais sa durabilité. Il a jamais combattu plus, ouais, il a jamais fait plus que 8 rounds dans sa carrière. C'est très inquiétant. Non, c'est pas inquiétant parce que c'est pas inquiétant parce que il a jamais montré être gaz out au 8e round, au 7e ou 8e round. Mais la gestion d'énergie, c'est essentiel dans un combat dans un combat, c'est absolument essentiel, et notamment dans les rounds après le 8e, parce que c'est très souvent là que se décident les combats, notamment les title fights. Très souvent, c'est dans les 4-5 derniers rounds que se décident les combats. Et donc, ne pas avoir fait de combat en 10 rounds, juste en 10 rounds. Je crois qu'il avait, je sais même plus s'il avait des combats prévus en 10 rounds. Donc, bien sûr, la préparation joue beaucoup, mais l'expérience de savoir ce que ça fait d'être au-delà du 8e round, ça peut être un game changer. Je dis pas que ça va être un game changer, c'est un point d'interrogation, mais ça peut être un game changer dans sa gestion d'énergie, etc. Et enfin, non, pas enfin presque, mais pour un peu partir sur les game plans. euh, Niveau game plan, honnêtement, c'est très simple des deux côtés. Alors, du côté de Jenny Beck, c'est vraiment le plus simple parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que, les adaptations stratégiques, pour moi, il n'y en a pas 50 à faire parce que le profil de Ngami Senge ressemble beaucoup à celui de Mikhail Jovic. Je pense que j'ai écorché son nom tout le long de la vidéo, vous m'excuserez. Mais voilà. Je pense que le profil est assez similaire à celui de Mikhail Jovic, donc je pense pas que stratégiquement il y a beaucoup d'adaptations à faire. Personnellement, j'en ai relevé deux. Mettre plus d'impact dans son jab, mettre un jab plus autoritaire pour un peu plus gêner plus gêner Ngami Senge et faire qu'il s'expose un peu plus dans ses entrées. Déjà qu'il est bien exposé, mais en plus lui faire baisser sa garde à ces moments-là, ça peut être particulièrement dangereux. Et enfin, travailler au corps pour être sûr, pour vraiment confirmer que Ngame Stingé non, être sûr, confirmer qu'il va pas être performant dans les derniers rounds. Oui, non, c'est complètement débile comme raisonnement ce que je suis en train de dire, mais voilà.
l'entamer au corps pour créer une dette énergétique. C'est un truc qui fait assez peu Jenny Beck au global. Sa shot selection est très bonne, mais encore une fois, il manque un peu de travail au corps. Donc je pense que c'est un des axes d'amélioration qu'il pourrait faire, notamment dans un potentiel combat face à Ngami Senge. Et du côté de Ngami Senge, en fait, je pense, je sais, et ouais. En fait, je pense que Ngami Senge n'est pas le meilleur profil pour vraiment gêner Jenny Beck, parce que je peux pas voir Ngami Senge travailler sur l'extérieur, travailler sur son pied arrière en déplacement, garde mi-haute, on va dire, enfin, garde, garde un peu plus ample, etc. Je peux pas le voir faire ça. Et je pense que c'est sur cette, comment dire, c'est sur cette configuration qu'il faudrait aller pour espérer battre, enfin, pour essayer de battre Johnny Beck. C'est ce qu'a fait Bentley. Il lui a manqué le volume, mais il y a beaucoup de rounds qui sont vraiment pas décisifs des deux côtés. Donc, je pense qu'avec un peu plus de volume, Bentley pouvait faire quelque chose de mieux. Je pense je pense qu'un Shane Mosley Junior pourrait faire des trucs intéressants face à Johnny Beck, etc. Et Game Senge, c'est pas du tout les mêmes profils pugistiques que ça, donc faut qu'ils mettent la pression. C'est vraiment ça, faut qu'ils mettent la pression. Priorité défensive, voilà, prendre un minimum de coups face à Jenny Beck, s'exposer le moins possible au contre. Donc priorité défensive. Surprendre en sortie d'échange, je pense quand même. Jenny Beck, je pense pas que ce soit une très grosse faiblesse, mais il y a quand même tendance à un peu s'exposer dans ses sorties d'échange. Ça a été un peu vu face à Mikhailovic. Mais le truc, c'est que les trois quarts du combat, c'était fait dans des échanges, donc ça n'a pas été spécialement décisif. Mais voilà, il peut essayer de surprendre sur ses sorties d'échange. Ça peut être aussi un truc pour Johnny Beck. Mais voilà, surprendre sur des sorties d'échange, ça peut être intéressant. Mais et enfin, neutraliser les contres. Alors, de quelle manière? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mais voilà, neutraliser les contres, c'est neutraliser la plus grosse force de ton adversaire. Généralement, c'est un truc qui fonctionne bien. Donc, de quelle façon? Peut-être feinter. Voilà, essayer de feinter, c'est pas trop dans le jeu de Ngami Senge de ce que j'ai pu en voir, mais voilà, essayer de feinter pour faire contrer Jenny Beck dans le vent et le sanctionner sur des remises là-dessus. C'est compliqué, surtout que je pense que la maîtrise des distances sera plutôt du côté de Jenny Beck, donc ça peut être aussi risqué, mais voilà, feinter et travailler au corps, mais bon, ça me paraît être assez évident pour un gars comme Ngami Senge, donc je l'ai pas noté. Mais voilà, neutraliser les contres, honnêtement, à part feinter, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Et donc, on va s'en aller sur la partie, pour finir, sur la partie pronostic et pronostat. Bon, j'avoue que j'ai pas checké les cotes de paris, mais je pense qu'elles sont très largement à l'avantage je pense qu'elles sont très largement à l'avantage de Jenny Beck. Je vais aller voir. Tac. Hop. Box. Est-ce que sur Unibet, déjà, il y a les cotes de paris là-dessus? Ouais. Il y a les cotes de paris. Bon, pas surprenant. Jenny Beck favori à 1,12. Ngami Senge underdog à 4,75. Alors, je suis quand même plus choqué que. Bon, c'est une autre histoire. On va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, clairement, on voit un Jenny Beck largement avantagé et c'est pleinement logique, quoi. Ouais, là, on est sur du 90-10 dans ces eaux-là, et je pense que allez, peut-être que peut-être que stylistiquement, Ngami Senge a un peu plus à apporter, donc je le mettrais peut-être plus sur du 80-20, mais c'est vraiment le max. Enfin, ouais, c'est vraiment le maximum. Même 75-35, honnêtement, je trouve ça généreux pour Ngami Senge. C'est difficile de ne pas voir Jenny Beck l'emporter parce que ce qu'apportera Ngami Senge, c'est un élément où Jenny Beck est mine de rien assez à l'aise, quoi. Un gars qui lui rentre dedans, qui lui met la pression, pas forcément avec la meilleure défense qui soit, qui peut s'exposer au contre, qui peut s'exposer aux uppercuts. Pour un style comme Jenny Beck, c'est vraiment du pain béni, quoi. Et qui y va de façon très directe, c'est du pain béni pour Jenny Beck. Donc voilà, donc voilà, on peut espérer. Enfin,
Ouais, pour avoir un bon au moins pour avoir un bon combat, on peut espérer que, N'Gami Sengue arrive avec une bonne stratégie et ait les capacités athlétiques de tenir un choc physique face à Jenny Beck, qu'il ait la caisse, qu'il ait l'explosivité, qu'il ait le menton pour retenir la guerre face à Jenny Beck. Raisonnablement, c'est compliqué. Je pense que pugistiquement, ce qu'apporte N'Gami Sengue, c'est très, c'est c'est bien, mais selon moi, c'est trop limité pour vraiment inquiéter sur le plan pugistique un Jenny Beck. Heu Voilà, sur le plan athlétique, bon, je peux très bien me tromper, mais j'ai quand même la sensation que, ben, Janibek Beck sera bien plus imposant sur le ring que ne le sera N'Gami Sengue. N'Gami Sengue, c'est pas un très gros middleweight. De ce que j'ai pu en voir, c'est loin d'être le plus imposant. Janibek Beck, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros middleweight qui pourrait sans problème faire les super middleweight, qui a beaucoup de mal à faire la limite des 160 livres. Voilà, sur le papier, vraiment, tout est du côté de Janibek Beck. Voilà, bah, bon, quand même, au moins pour avoir de l'animation dans la division, maintenant que Shiraz a vraiment contre-performé, que sa hype a vraiment pris un gros plomb dans beaucoup de plomb dans l'aile et qu'en plus il parle de monter en super middleweight. Pour vraiment animer la division, je pense qu'on peut rien espérer de mieux qu'un Ngami Sengue qui fait l'exploit du siècle et qui bat, Jenny Beck. J'ai du mal à y croire. Voilà, pour être honnête, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc voilà, pour la partie pronostic, le pronostic du cœur, pour être honnête, ira quand même du côté de Jenny Beck. Voilà, pas que je n'aime pas, Ngami Sengue, mais voilà, stylistiquement, j'ai une préférence pour Jenny Beck. J'aime beaucoup ce genre de profil counter puncher en combinaison. Voilà, bon, bien sûr, j'aimerais qu'il fasse quelques ajustements, mais voilà, c'est vraiment un genre de profil que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, j'espère une victoire de Jenny Beck. Mais quand même dans un gros combat, j'espère que Ngami Sengue sera un minimum au niveau et mais ouais, raisonnablement pronostat 80-20 et encore je me trouve un peu généreux parce qu'à la base c'était vraiment du 90-10 et le prono en fait, j'ai du mal à voir, Ngami Sengue se faire finir, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Par contre, je le vois durer. Je le vois vraiment durer. Je pense qu'il durera un peu plus longtemps que Mikhailovic par sa responsabilité défensive, meilleure. Donc voilà, j'irai bon, logiquement, je vais sur Janibek Beck dans mon pronostic. J'hésite à mettre décision, hein, franchement. J'hésite vraiment à mettre décision et je pense pas que ce soit si impossible. Je pense vraiment pas que ce soit impossible, d'avoir un Ngami Sengue qui tient la décision face à Janibek Beck. Mmh, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, Janibek Beck vainqueur par décision. Voilà, décision unanime, assez nette. Enfin, assez nette. Très, très large. Je vois vraiment une décision unanime très, très large pour Janibek Beck. Mais voilà, je pense quand même que ça peut donner un bon combat. Moi, j'ai beaucoup aimé le Janibek Beck, Mikhailovic et je pense qu'on aura un combat dans cette veine-là, donc j'ai quand même grande hâte de voir ce combat. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!